J'ai grandi dans un hameau de l'Allier, entre Moulins et Nevers, au cœur de cette diagonale du vide qui va de la Meuse jusqu'aux Landes. À côté de chez nous, pas de commerce, pas de bibliothèque, pas d'école. La première petite ville était située à 3/4 d'heure de route. C'est une campagne qui est très jolie au printemps, plus triste en hiver, avec des élevages bovins et peu d'opportunités pour les jeunes. J'étais boursière. Comme la majorité de mes camarades de classe, j'ai été confrontée au déterminisme social, au manque d'informations, à l'assignation à résidence et à l'autocensure. Quand je suis entrée au lycée, par exemple, je ne savais pas qu'il existait plusieurs filières. Et il se trouve que le lycée le plus proche de chez moi, il n'y avait pas de filière économique et sociale. Un peu dommage d'être limitée à 15 ans par une histoire de kilomètres. Et puis un peu plus tard, quand j'ai envisagé d'entrer en classe prépa, mon prof de philo a essayé de m'en dissuader. Il m'a dit « Salomé, si vous voulez vraiment faire une prépa, ne demandez que Dijon ou Clermont-Ferrand. Ne demandez pas Paris, vous ne serez jamais prise. Je sais que vous avez des bonnes notes ici, mais ça n'a aucune valeur là-bas. » Je n'ai demandé que Paris. J'imagine que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous de découvrir la capitale ou une grande métropole à 18 ans, parce qu'en réalité, nous sommes très nombreux à avoir grandi dans les territoires à travers toute la France. Mais à l'époque, je ne le savais pas. J'avais vraiment l'impression d'être la seule à être à ce point à côté de la plaque. Je n'avais pas lu ce qu'il fallait lire, pas vu ce qu'il fallait voir. Et quand j'en parlais à mon grand-père, pour me rassurer, il me disait « Mais tu n'as rien à envier à personne. Toi, tu sais reconnaître le chant des oiseaux. » Donc évidemment, à l'époque, ça me paraissait très insuffisant. J'ai eu beaucoup de chance. Des gens m'ont fait confiance. Ils ont parié sur moi à des moments où il n'y avait sans doute aucune raison objective de le faire. J'ai pu trouver ma voie. J'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, on ne peut pas s'en remettre à la chance quand il s'agit du destin de millions de jeunes Français. À chaque étape de mon parcours, je les ai rencontrés. Des jeunes qui me racontaient toujours la même histoire. Ils venaient de l'Ardèche, d'Alsace, de Savoie, de la Drôme, des Vosges. Du potentiel, ils en avaient. Et des rêves aussi. Devenir chef cuisinier, devenir artisan, reprendre la ferme de leurs parents, devenir journaliste, enseigner, monter leur boîte. Et tous, au moment de chercher à se réaliser, devaient affronter un véritable parcours du combattant. Je pense à Marie, qui n'a pas eu de place à l'internat et qui n'a pas pu entrer au lycée. Je pense à Jules, qui était pris chez les compagnons du devoir et qui n'a pas réussi à trouver de patron par manque de réseau familial et qui n'a donc pas pu les rejoindre. Je pense à Simon. Simon habite une petite commune en Corrèze. Il est fils de garagiste. À la force du poignet, il arrive à entrer en classe prépa à Bordeaux. À la force du poignet, il arrive à être admissible en école de commerce. Le jour de l'oral, le jury, penché sur son CV, lui dit « Mais je ne comprends pas, vous n'avez aucune activité extrascolaire, vous n'avez pas fait de stage, vous n'avez pas d'expérience à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années? Vous vous êtes contenté de prendre votre goûter devant une série en rentrant de l'école ou quoi ?» Simon est scotché, il reste sans voix. Il n'arrive pas à formuler la réponse qu'il me fera des mois plus tard, c'est-à-dire « Non, monsieur, en fait, le matin, je faisais 1 heure de bus pour aller en cours, et le soir aussi, puis ensuite, j'aidais mon père au garage, j'aidais mes frères et sœurs, ensuite j'ai bossé comme un taré en prépa pour rattraper mon retard, et aujourd'hui, je suis là, c'est ça qui compte, non ?» Bien non, manifestement. Simon n'est pas entré en école de commerce. Et cette histoire, elle fait écho à la situation de millions de jeunes Français. Des jeunes qui demeurent tout simplement hors radar, à l'écart des dispositifs d'égalité des chances, dans l'angle mort des pouvoirs publics, invisibles, éloignés, isolés, silencieux. On ne leur donne pas les outils pour réaliser ne serait-ce qu'un 10e de leur potentiel. Et je ne parle pas forcément de faire des études supérieures. Je parle juste de la possibilité de devenir acteur de son futur. Alors, en 2016, j'ai fondé Chemin d'avenir,
une association qui repose sur l'énergie d'une équipe incroyable, engagée, venue de toute la France. Des femmes et des hommes qui ont eu le sentiment très souvent que leur ancrage géographique leur coupait les ailes, alors que ces racines pourraient représenter un véritable atout. Donc la mission de Chemin d'avenir, c'est de permettre aux jeunes des zones rurales et des petites villes d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que les jeunes des grandes métropoles. Le seul critère pour rejoindre l'association, c'est la motivation. Et croyez-moi, quand nous allons dans les collèges et les lycées, que nous parlons aux jeunes et que nous leur disons que nous ne regarderons jamais leurs résultats scolaires, là, ils ouvrent de grands yeux et on peut commencer à parler. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 40 établissements partenaires, dans 8 académies, et nous accompagnons 1000 jeunes individuellement, et nous touchons également les adultes qui les entourent. Parce que nous savons que ce qu'il manque à ces jeunes, c'est très souvent des rôles modèles à leur côté, nous nous appuyons sur l'engagement de 1000 parrains pour leur permettre de se poser les bonnes questions. Pour lever les barrières liées à l'autocensure et au manque d'information, nous co-construisons sur le terrain des ateliers avec des professeurs et avec des acteurs locaux. Et puis, parce que nous ne pouvons pas supprimer les kilomètres, nous apportons à ces jeunes des opportunités en plus, telles que des offres de stage, telles que des bourses pour les inciter à la mobilité ou telles qu'une ouverture culturelle différente. Cette approche à 360 degrés autour de nos jeunes, elle n'a de sens que parce qu'elle cherche à s'appuyer sur toutes les énergies, aux échelles locales et nationales, pour créer un écosystème de réussite autour des jeunes ruraux, main dans la main avec l'éducation nationale, les entreprises, les familles, les collectivités, la société civile. C'est phénoménal de voir ces jeunes se réaliser, parfois au sein de leur territoire, parfois ailleurs, toujours avec une énergie et une confiance en l'avenir qui dépasse de loin nos espérances. Et c'est enthousiasmant aussi de voir les personnels de l'éducation nationale plébisciter nos actions et nous demander de nous implanter dans plus de territoires, dans plus d'établissements pour accompagner plus de jeunes. Mais ce n'est pas suffisant. Il en faudra bien plus pour être à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire le destin de plus d'un jeune Français sur 2 qui vit en dehors des 25 grandes métropoles et de leurs banlieues. Nous avons interpellé les pouvoirs publics sur la question de la jeunesse des territoires grâce à des actions de plaidoyer et à l'écriture d'un livre. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous a confié une mission sur ce sujet spécifique. Mais je le répète, il en faudra bien plus pour que cet impact devienne systémique. Et c'est ce que nous allons faire, car ces jeunes représentent le cœur des fractures françaises. Et leur donner les moyens de se réaliser est indispensable pour la dynamique économique de notre pays, pour son équilibre social et pour l'état de sa vie démocratique. Je vous remercie de votre confiance.